Le fait de prendre l'avion, forcément, on prend un peu une claque dans la gueule au niveau du changement de culture. Avant, ça changeait, mais il y avait quand même entre guillemets, il y avait un petit point commun avec le pays d'avant. Alors que là, le Vietnam, c'était vraiment plus rien du tout, quoi. On avait l'habitude déjà de toute façon, entre chaque pays, à chaque fois qu'on passe une frontière, c'est vrai qu'on remet un peu on remet tout à zéro en mode on a encore 2-3 jours de réapprentissage de la langue de vie, des mœurs, de la culture. Comment communiquer avec les locaux, quels gestes faire pour se faire comprendre. Et donc à chaque pays, on doit entre guillemets renouveler un peu tous les réflexes qu'on a acquis en fait pour le pays d'avant. Le pays où on avait fait du vélo avant, c'était l'Iran, et là, comparé l'Iran et le Vietnam, c'est quand même vraiment deux univers différents. Au Moyen-Orient, c'était beaucoup plus... on rentrait beaucoup plus dans notre sphère privée, il y avait beaucoup plus de curiosité de la part des locaux et ils n'hésitaient pas à nous alpaguer, à nous prendre en chasse pour nous demander des choses des fois. Et en Asie du Sud-Est, il y avait beaucoup plus une forme de respect de notre vie privée. Donc on voyait qu'avant d'avoir un dialogue, il y avait une étape de rapprochement, on va dire, qu'on n'avait pas trop l'habitude d'avoir dans les pays comme en Turquie ou en Iran. Et notamment, une grosse différence, c'était comment se nourrir. Au final, la meilleure façon de se nourrir au Vietnam, c'est d'aller dans les restaurants de rue. En fait, c'est de la très bonne nourriture, pas chère, en quantité. Et ça, c'est quelque chose du coup, entre guillemets, qu'on a découvert. Là aussi où on est sorti de notre zone de confort d'un seul coup, c'est encore une fois avec l'avion, quoi. On s'est téléporté d'un climat qui était assez agréable en Iran à la chaleur et à l'humidité du Vietnam, sans transition. Donc on est sorti de l'avion, on s'est pris direct les 80% d'humidité à 30 degrés. Donc le corps n'était pas du tout habitué. Et la première nuit a été très difficile parce qu'on a essayé de dormir en tente. On avait pris des tentes plutôt d'hiver et du coup elles s'étaient pas bien ventilées. Et la tente se transforme en vrai sauna et on dort pas, quoi. Et en plus le soleil se lève à 5h du matin. Quand tu sors de ta journée de vélo où là t'as sué tout ce que tu pouvais à cause du soleil et tu te sens tout lourd, tout moite, t'es plus trop là. Enfin bref, quand il faut encore que le soir t'arrives et que tu plantes la tente et que donc déjà planter la tente c'est un effort aussi parce que tu sues même si le soleil n'est plus là, l'humidité est là, donc tu sues encore. Et après tu te mets dans la tente à cause des moustiques et donc là encore la nuit tu sais que tu vas pas dormir parce que c'est un vrai sauna. Tu es allongé et tu es mouillé, voilà, toute la nuit. Au final la chaleur sur le vélo elle est limite plus facile à gérer parce qu'en fait il y a on dirait un vent constant en fait. Les pires moments en fait pour faire du vélo sous le soleil c'est quand on s'arrête en fait au final parce que un petit changement par rapport à avant c'est aussi le soleil. Là, on est beaucoup plus proche des tropiques et ça se sent vraiment. À midi le soleil il est en haut mais vraiment tout en haut, il n'y a pas un seul brin d'ombre sous lequel se cacher et alors là du coup on se barbouille de crème. Moi je roule comme manche longue parce qu'au final sinon on prend des coups de soleil en 1 heure, quoi. En Asie du Sud-Est on a eu un gros changement de paysage et de végétation et c'est vrai que c'était assez époustouflant. C'est du vert partout, quoi, en fait, c'est juste hallucinant. Et puis en plus de ça on avait la mer tout le long donc en fait on jonglait entre le paysage de la plage d'un côté qui est super sympa et le paysage dans les terres un petit peu montagneux et ça donne des végétations vraiment denses comme on n'a jamais vu. Enfin, des fois on passait dans des réserves et c'était vraiment le truc qui t'étouffe en fait, quoi. Tu sens que si tu rentres là-dedans tu t'en ressortiras jamais, quoi. C'est une densité vraiment comme on n'a jamais vu, impressionnante. Au nord du Vietnam, sur une île, on allait sur une île où c'était complètement la jungle. Et puis la faune est toujours impressionnante aussi parce que là en l'occurrence il y avait des papillons mais c'était vraiment abusé, il y avait 10 papillons tous les 10 mètres en fait. Et nous dans tout ça, dans toute cette végétation, là on enchaîne là. Contrairement à avant l'avion, là on décide d'éviter le plus possible la montagne. Donc par exemple au Vietnam on reste vraiment tout le long de la côte. Donc c'est du plat, beaucoup de plat. Une route rejoint Hanoï, qui est au nord, à Ho Chi Minh, qui est au sud.
il y a tout autour de cette côte, quoi. Les restaurants, les lieux pour dormir, les magasins. Et donc on enchaîne, on fait le mois de mai, on fait 1500 km à peu près, donc qui est quand même, on va dire 30% de plus que dans les autres pays. Alors le 13 juin, on traverse la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande. Et là, la faim se fait vraiment sentir. On commence à voir Bangkok écrit sur les panneaux. Et ça change tout. 2 jours après, on s'est arrêté dans une ville à 150 km de Bangkok et on s'est dit, bah, purée, là c'est la fin les gars, il reste 2 jours quoi, pas plus. Et donc après, 2 jours après, on voyait le panneau Welcome to Bangkok. Et là on s'est dit, bon bah... Enfin, on se le disait, mais on réalisait pas grand chose quoi. Il a fallu quelques jours d'acclimatation à la ville et puis le fait de pas repartir à vélo, le fait de commencer à penser au retour et tout ça pour qu'on prenne le temps de réaliser que c'était la fin quoi, que ce voyage-là était terminé et qu'il fallait plier bagages. Ce qu'on a appris avec ce voyage aussi, c'est notre conception de l'étranger. Et ben rien qu'avec l'Europe, on voit qu'on se ressemble énormément. Et puis même quand on regarde à une échelle plus grosse, au niveau international, et ben on voit que les gens sont animés par les mêmes envies, ils ont les mêmes besoins que nous, qui s'expriment pas forcément de la même manière, mais au final on recherche tous la même chose et on va tous dans la même direction. Peu importe où on va, en fait, on peut habiter n'importe où on peut considérer que c'est notre maison à partir du moment où on y reste quelques semaines, quelques mois, parce qu'on s'habitue au mode de vie, on s'habitue à l'environnement. On se sent un peu chez nous, il y a quelques différences, mais ça reste sur Terre et on continue de vivre avec des êtres humains et ça au final on le savait au début, mais là on le sait beaucoup plus profondément en fait. On sait que c'est possible de prendre le vélo et d'aller chez les voisins justement, on sait que il y a autant de possibilités d'avoir des mauvaises rencontres comme des bonnes qu'en France en fait. On ressent ces pays comme accessibles en fait. On voit à quel point l'information sur laquelle on a tendance à juger les pays, en fait elle est carrément biaisée en fait. Elle n'est pas fausse, mais elle est extrêmement limitée. C'est qu'une partie du pays quoi. On oublie que c'est des gens qui vivent là-bas. Oui, il y a des conflits, il y a des problèmes de société, mais ça reste vivable, ça reste des gens à qui ça arrive en fait. Il se passe la même chose en France. Comment on a réagi en France quand on voyait les médias anglo-saxons parler des émeutes dans les banlieues parisiennes en 2005, ou quel effet ça nous a fait quand ils parlaient encore des débats sur les lois travail l'année dernière. Oui, il y avait des problèmes et ça pétait un petit peu, il y avait des manifs et tout, mais le pays restait vivable, c'est pas devenu un pays de no-go zone comme certains le définissaient. Et du coup voilà, c'est là qu'on a cerné vraiment la différence entre parler du pays en tant que gouvernement, ce qui est au final la chose la moins intéressante en réalité, et parler du pays en termes de population et voir qu'est-ce que les gens peuvent nous apporter et quel échange on a avec eux. On a tendance à apprendre à l'école que il y a les pays riches et les pays pauvres. On parle de richesse en Occident à partir du moment où on a une richesse matérielle et une richesse monétaire, mais on ne parle pas des richesses sociales que certains pays ont et que nous on n'a pas du tout en fait. Beaucoup des pays qu'on a traversés, ils ont tendance à être souvent en extérieur et beaucoup plus en groupe, à faire des jeux, à rigoler dehors. Et à chaque fois, nous qu'on passait au milieu de ça, c'était plein de vie qui se dégageait de ça et un super échange à chaque fois quoi. Des pays comme le Vietnam qui a connu la guerre, il y a une guerre horrible il y a 30 ans, le Cambodge qui a connu les Khmers rouges, ils savent ce que c'est l'idée de se bouffer entre eux, ils se sont vraiment rendus compte beaucoup plus que nous que en primaire la solution elle est pas là quoi, elle est dans le vivre ensemble. On l'a aussi chez nous, mais il y a beaucoup de problèmes de notre société qu'on pourrait vraiment répondre en les écoutant eux en fait. Et c'est vraiment cette idée de richesse de la communauté, cette richesse de l'interaction humaine qu'on a appris le plus en fait avec ce voyage. Au-delà de ces questions d'expérience, au-delà
des difficultés qu'on a rencontrées, des personnes qu'on a côtoyées, des surprises, des bonnes comme des mauvaises surprises. Au-delà de tout, on a cherché ça. Pour répondre à quelque chose, bah, on ne saurait même pas encore définir en fait. On cherchait quelque chose, je ne saurais pas définir ce que c'est, mais on a vraiment la sensation de l'avoir trouvé. Catastrophe! On est perdu en plein milieu de la ville vietnamienne. On va se prendre un grain. Ça va être la tempête. C'est le Sinistros. Le Sinistros. On va tous crever. Bon bah là il n'y a plus de route hein. On vient de là et on va aller là-bas. Welcome to Asia! La tente est toute gelée. Et les vélos aussi. Ah c'est nickel, c'est bien. En nouvelle galère. On est à plat. Ah bon bah voilà, ça c'est le chat qui avait laissé son casque. Putain, dans le bus hier. On lui ramène. Et ben il y a le bus qui s'est arrêté au milieu de l'autoroute pour nous filer son casque, qui a fait demi-tour le jour d'après.